Bienvenue dans cette édition d'Euronews Soir pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de ce journal. Une crise sans précédent entre la France et l'Italie après le rappel de l'ambassadeur de France à Rome. Luigi Di Maio défend sa visite à des gilets jaunes français, une rencontre qui a aggravé les tensions entre les deux pays. Dans l'actualité également, le coup d'envoi du démantèlement du pont de Gênes en Italie. L'écroulement partiel de l'ouvrage au mois d'août avait fait 43 morts. Le football brésilien endeuillé après un incendie dans le centre de formation du club le plus prestigieux du pays. Au moins 10 jeunes joueurs sont morts. Et puis ce scandale aux États-Unis, Jeff Bezos, le patron d'Amazon, propriétaire du Washington Post, qui dénonce un chantage à caractère sexuel orchestré selon lui par un groupe de presse proche de Donald Trump. Après le rappel de l'ambassadeur d'Italie par la France, le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio défend sa visite à des gilets jaunes français à l'origine d'une crise sans précédent entre les deux pays. Jérémy Charrier. La situation diplomatique entre la France et l'Italie semble s'enliser. Emmanuel Macron a rappelé il y a quelques jours que le Premier ministre Giuseppe Conte est son seul interlocuteur en Italie. Le président cherche à discréditer le rôle des deux premiers ministres, Matteo Salvini et Luigi Di Maio, d'abord pour les nombreuses attaques verbales contre la France et la rencontre du dernier avec des gilets jaunes. La France a fait depuis plusieurs mois l'objet d'accusations répétées, d'attaques sans fondement de la part de deux membres du gouvernement italien, les deux vice-présidents du Conseil italien, et M. Salvini. Il y a eu un appel à voter contre le président, à soutenir un mouvement des Gilets jaunes, à mettre en cause l'action de la France en Afrique. Et puis il y a eu la venue de M. Di Maio en France. Et quand un ministre d'un gouvernement étranger se rend en France, de la même manière que pour rencontrer des Gilets jaunes, mais la bienséance, la courtoisie, la diplomatie la plus élémentaire veut qu'on prévienne le gouvernement et qu'on dise qu'on s'y rend. Malgré le rappel à titre consultatif jeudi de Christian Masset, l'ambassadeur français à Rome, le gouvernement italien défend et maintient sa position. Le fait que Luigi Di Maio et le mouvement 5 étoiles, une force politique majeure en Italie, ont rencontré des représentants d'opposition politique en France n'est pas étrange. Et cela n'a pas vocation à mettre la pression sur le gouvernement français. Il est allié en Europe avec des partis politiques dans l'opposition en Italie. Est-ce que c'est étrange? Devons-nous dénoncer le fait qu'Emmanuel Macron est allié avec ces partis italiens d'opposition? Rome tente d'organiser un front européen d'extrême droite contre les pro-européens, incarné notamment par le chef d'État français en vue du scrutin du 26 mai. Après le rappel de l'ambassadeur français, la presse italienne évoque aussi une crise sans précédent. Alors Philippe Ridet, vous êtes journaliste pour le journal Le Monde, ancien correspondant à Rome. Comment réagissent les Italiens, la presse notamment, à cette crise diplomatique entre la France et l'Italie? Pour la première fois, les médias commencent à s'interroger un peu sur leur personnel politique et le rappel de l'ambassadeur français à Rome, chose qui ne s'est pas produite depuis 70 ans, et le fascisme a un peu, je dirais, remis du calme et de l'ordre dans les esprits, parce que les médias eux-mêmes participaient à cette espèce de French bashing. C'est quelque chose qui se fait beaucoup en Italie. Les Italiens, d'une certaine façon, nous détestent. Et là, pour la première fois, il pointe la responsabilité de Luigi Di Maio, qui est donc le vice-premier ministre italien qui s'est rendu en France pour faire une visite de soutien à des Gilets jaunes, et qualifie cette visite de totalement irresponsable. Alors quels sont les scénarios possibles dorénavant? Est-ce qu'une rupture des relations diplomatiques vous semble possible? Je ne crois pas que ça aille beaucoup plus loin, parce que de toute façon, on ne peut pas aller beaucoup plus loin que le rappel de l'ambassadeur, qui est déjà une mesure forte en termes diplomatiques. Je pense que cette crise a vocation à durer comme un feu qui couve, au moins jusqu'aux élections européennes de mai, puisque les deux partenaires de la coalition, à savoir le mouvement 5 étoiles et la Ligue d'extrême droite, font assaut de French bashing, parce qu'ils ont décidé, à tort ou à raison, que d'être anti-Macron, c'est être populaire. Donc ils vont jouer cette carte l'un et l'autre, ils sont une espèce de courte échelle, d'une certaine façon, à savoir qui sera le plus anti-Macron. Et je pense qu'une fois que les élections européennes auront tranché la question du leadership à l'intérieur de la coalition italienne, à ce moment-là, les choses redeviendront peut-être un peu plus calmes et on pourra parler de choses sérieuses. Pour l'instant, je trouve que c'est une course à celui qui sera le plus ridicule, et dans cette mesure-là, les Italiens ont peut-être gagné cette course.
Ils s'appellent Luis Segura ou Ana Garrido. Leur point commun, c'est d'être des lanceurs d'alerte et d'avoir voulu dénoncer des cas de corruption. À cause de cela, ils ont vécu le pire. Comment l'Europe peut-elle les protéger? Les explications de notre bureau à Bruxelles. Dénoncer les cas de corruption en Europe peut toujours coûter très cher. La vie des lanceurs d'alerte se transforme souvent en cauchemar. C'est le cas de Luis Segura. Cet ancien militaire pensait agir dans l'intérêt général. Exclu de l'armée, il n'a jamais pu retrouver un emploi. J'ai eu des moments difficiles. J'ai dû dormir dans une voiture, j'avais faim. J'ai perdu ma liberté pendant 139 jours lorsque j'étais emprisonné. Pendant ma détention, ils m'ont déshabillé, ils m'ont isolé pour que je ne puisse parler à personne. Et tout cela, c'était la décision d'un juge. Ana Garrido était fonctionnaire. Elle est à l'origine de la révélation de l'une des plus grandes affaires de corruption en Espagne. Elle a finalement fui son pays. Elle se sent abandonnée de toutes parts, y compris par la justice. Je n'ai eu aucun soutien, ni des syndicats, ni de mes collègues. Beaucoup ont d'ailleurs menti pendant le procès. Je n'ai eu aucun soutien de la justice. À une occasion, on m'a même menacé de mort en essayant de m'envoyer dans le fossé d'une route. On m'a répondu que je n'étais pas éligible pour une protection. Avec d'autres lanceurs d'alerte, ils ont fait le déplacement au Parlement européen à Bruxelles pour soutenir la législation sur la protection de ceux qui dévoilent les scandales. Le texte prévoit la mise en place de canaux de protection. Nous devons protéger l'anonymat. Il faut éviter que les lanceurs d'alerte soient victimes de harcèlement et nous devons pénaliser ceux qui menacent les personnes qui veulent parler. Plusieurs scandales comme les LuxLeaks, les Panama Papers ou le Dieselgate ont révélé le rôle et le sort des lanceurs d'alerte. À travers sa proposition, l'Union veut garantir un niveau de protection identique dans l'ensemble des États membres. 6 mois après l'effondrement d'une partie du viaduc qui traverse Gênes en Italie, le démontage d'un premier segment de près de 40 mètres a commencé aujourd'hui. Les explications de Maxime Bios-Duplan. Le pont maudit va disparaître. À Gênes, en Italie, le démantèlement du pont Morandi, dont l'effondrement en août avait fait 43 morts, a commencé. Un premier segment de 40 mètres devait être démonté ce vendredi. Une portion pour l'instant symbolique sur les 1000 mètres de béton et d'acier qui doivent être déposés. Des centaines de personnes aspirent maintenant à un retour à la normale le plus vite possible. Ma vie a été bouleversée comme beaucoup d'autres gens. Nous sommes environ 600 à ne pas pouvoir rentrer chez nous. Nous n'avons eu que quelques heures pour prendre nos affaires après l'effondrement du pont et depuis, impossible de rentrer chez nous. Les immeubles qui se trouvent sous les portions du pont encore debout sont en effet condamnés. Le démantèlement du pont, réalisé avec les mêmes grues qui avaient servi au redressement du Costa Concordia, est très délicat. Des dizaines de milliers de tonnes de béton doivent être déposées de près de 50 mètres de haut. Les travaux de démolition, nous dit notre correspondante, devraient s'achever en juin ou en juillet de cette année. Mais la construction du nouveau pont n'attendra pas l'été. Elle commencera en avril et devrait s'achever dans 12 mois. Plutôt exceptionnel dans un pays comme l'Italie où la construction d'ouvrages de ce calibre prend normalement 10 ans. Aux États-Unis, le feuilleton se poursuit autour de la vie privée de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Il dénonce maintenant un chantage à caractère sexuel orchestré, selon lui, par un groupe de presse proche de Donald Trump. Maxime Bios-Duplan. Qui veut la peau de Jeff Bezos? Cela pourrait être le titre de ce feuilleton à rebondissement autour de l'homme le plus riche du monde et qui mêle sexe, investigation secrète et politique au plus haut niveau. Le patron d'Amazon vient de publier sur son blog l'intégralité d'une proposition qui lui a été faite par le tabloïd National Enquirer. En gros, le journal, propriété de David J. Pecker, un proche de Donald Trump, lui propose de ne pas publier des photos compromettantes en échange de l'abandon de l'enquête que Jeff Bezos a lancée pour savoir
savoir comment et pourquoi le journal a publié des textos privés échangés avec son amante supposée, Lauren Sanchez. Le National Enquirer jouait ce vendredi la bonne foi en ordonnant une enquête interne sur ce chantage. Jeff Bezos, président d'Amazon, est aussi le propriétaire du Washington Post, réputé anti-Trump, et dont plusieurs enquêtes ont estimé que c'est le prince saoudien Ben Salman qui avait ordonné le meurtre du journaliste Mohamed Khashoggi. Jeff Bezos, en plein divorce, prend aujourd'hui le risque de voir sa vie privée une nouvelle fois mise à mal, mais en pointant du doigt ce chantage d'Enquirer, porte un mauvais coup à la famille médiatico-politique du président américain. En France, les Gilets jaunes seront de nouveau dans la rue demain pour l'acte 13 de leur mouvement. Plusieurs rassemblements sont prévus à travers le pays. Le détail avec Stéphane Amalian. L'acte 13 des Gilets jaunes s'ouvre ce samedi en ordre dispersé. Au programme, pas de manifestation déclarée à Paris, mais les Gilets jaunes devraient investir dans un premier temps les Champs-Élysées pour se rendre place Beauvau, où se situe le ministère de l'Intérieur français. Dans le reste du pays, des mobilisations devraient avoir lieu à Toulouse, Bordeaux, Lyon, mais surtout à Nice, où l'une des figures du mouvement, Maxime Nicole, a décidé de se déplacer. Le jeune homme était ce vendredi en Italie pour rencontrer les médias italiens et expliquer que le mouvement est apolitique, en réaction au rapprochement entre la liste Gilets jaunes pour les européennes et le vice-premier ministre italien Luigi Di Maio. Cet acte 13 des Gilets jaunes s'inscrit dans un contexte tendu pour Emmanuel Macron, pris en tenaille entre la démission de la chef de la sécurité du siège du Premier ministre français dans le cadre de l'affaire Benalla et une défection d'un membre de sa majorité au Parlement français. Mais la confiance que les Français portent au chef de l'État remonte de 4 points selon un sondage à 27%. Dans le même temps, les Français soutiennent toujours le mouvement des Gilets jaunes. Ils sont 77% à trouver cette mobilisation justifiée selon un sondage. Venons-en maintenant à ce drame qui endeuille également le monde du football au Brésil. Un incendie a causé la mort d'au moins 10 jeunes dans le centre de formation de Flamengo, le club de football le plus populaire du pays. Pierre Michaud. Un nouveau drame s'abat sur le football brésilien. Plus de 2 ans après la catastrophe aérienne qui avait décimé l'équipe de Chapecoense, c'est un des plus grands clubs du pays qui est touché, le Flamengo de Rio, l'ancien club de Ronaldinho et Romario. Vendredi matin à 5h heure locale, un incendie se déclare dans les quartiers réservés au centre de formation du club Carioca. Les apprentis footballeurs sont en train de dormir et sont surpris par une intense fumée. Malgré l'intervention rapide des pompiers, 10 corps sont retrouvés dans les décombres, dont 6 joueurs âgés de 14 à 17 ans et 4 membres de l'encadrement. 3 autres joueurs sont blessés, dont un dans un état grave, brûlé sur plus de 40% du corps. Partout dans le monde, la diaspora brésilienne s'est émue de la catastrophe. Le dernier prodige sorti de l'académie Rubro-Negro, Vinicius Junior, désormais au Real Madrid, qui dit se souvenir avec émotion de toutes ces nuits et ces journées passées au centre de formation. La superstar Neymar verse lui une larme sous l'inscription « Flamengo est en deuil ». L'équipe professionnelle de Flamengo, dont le centre d'entraînement flambant neuf inauguré il y a 2 mois se trouve juste à côté du lieu du drame, a reporté le Classico, le fameux Fla-Flu contre le rival de Fluminense, qui était prévu samedi en demi-finale du championnat de Rio. Et on termine ce journal en Espagne avec un passionné de Lego qui a mis son talent au service de son handicap en construisant une prothèse de bras avec les célèbres petites briques colorées. Avec des Lego, vous pouvez jouer ou encore réaliser des films, comme la grande aventure Lego 2 au cinéma en ce début d'année. Hey guys. David Aguilar, cet étudiant en bio-ingénierie à l'université de Catalogne en Espagne, a commencé à y jouer à l'âge de 5 ans. À 9 ans, il a construit son premier prototype de prothèse de bras en Lego et l'a continuellement perfectionné depuis. Quand j'étais enfant, ma famille m'a expliqué que j'avais un problème. Il s'agit du syndrome de Poland, qui affecte le côté droit du haut de mon corps. Je n'ai donc pas de pectoral ni de bras. Enfant, j'étais très gêné face aux autres parce que j'étais différent. Alors, à 18 ans, j'ai construit cette prothèse. Intitulée MK2, sa dernière invention permet d'attraper et de plier des objets grâce à une batterie qui fonctionne comme un vrai biceps. Le rêve de David Aguilar,
Construire un jour des prothèses pour tous ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir une vraie prothèse bionique. Pour l'heure, il expose fièrement toutes les versions de ses prothèses dans sa chambre universitaire dans la banlieue de Barcelone. Un vrai coup de publicité pour Lego, cette entreprise danoise de jeux pour enfants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très bon week-end. À bientôt.